Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Qui permet de prédire l'intention réelle d'achat des consommateurs et d'identifier les audiences. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fiona, comment vas-tu ? Bonjour Alexis, ça va très bien et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Toujours dans une logique très très distancielle, mais apparemment j'ai l'impression que ça se tire, qu'on va pouvoir peut-être refaire des épisodes en vrai. Mais bon, en tous les cas, nous on s'est largement habitués. Exactement. En tous les cas, Fiona, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor. Tu fais partie de ces personnes qui sont dans la longue tradition des RH qui ont été recommandés par des anciens invités du podcast. Et on doit dire qu'on est très très content de ce petit système parce que déjà à la fois c'est sympa de pouvoir témoigner à quelqu'un qu'on a envie de le voir passer dans le podcast parce que pour certaines c'est la première fois, et puis d'autre part parce que nous on rencontre des gens fantastiques qu'on n'aurait pas rencontrés par ailleurs. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Yes. Donc peut-être je vais te laisser te présenter ainsi que Tiny Clues. Comme tu le sais, je ne me risque plus jamais à faire des présentations maintenant. Je pense que vous le ferez mieux que moi. Ça marche. Eh bien écoute, moi ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans l'univers des startups, où je les rejoins en général toujours sur des fonctions people, au moment où elles doivent accélérer, structurer l'organisation, ouvrir des bureaux à l'international. Et au moment où on doit construire l'équipe de leadership parce qu'on doit passer une phase de croissance. Donc ça, on va en parler juste après. Et donc aujourd'hui, je suis VP People chez Tiny Clues. Tiny Clues, c'est une solution SaaS de deep learning qui permet de prédire l'intention réelle d'achat des consommateurs et d'identifier les audiences pour un produit ou une offre donnée. Donc aujourd'hui, nous, on est présent dans 3 pays, en France, aux États-Unis et aux Pays-Bas. Et on a principalement ce qu'on appelle des clients enterprise, donc c'est des grands comptes, type Accor, Fnac, Air France ou SNCF. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a besoin d'avoir un très gros volume de données pour que le deep learning puisse fonctionner, les algorithmes de deep learning puissent fonctionner, et d'avoir des clients qui font beaucoup de campagnes. Donc ça nécessite une certaine taille d'entreprise pour que la solution Tiny Clues marche. Donc je ne peux pas utiliser Tiny Clues avec Yaniro. Non. Déjà, on n'est pas du tout concerné par ce jeu-là. Mais tu pourrais faire une campagne marketing, mais je pense qu'on serait pas dans la team. Les volumes seraient pas bons. Et combien de personnes y a à Tiny Clues à l'instant T ? Alors aujourd'hui, on a environ 70. On a un petit peu souffert du Covid. Pour être honnête, on était une centaine et on a dû un peu pivoter notre modèle il y a 1 an. Et aujourd'hui, on est 70 dans 3 pays. Ok. Et donc, l'idée de cet épisode, comme tu le soulignais avec ton côté vétéran, d'avoir vu pas mal de boîtes qui construisent leur croissance, ça va être de se pencher sur le sujet de la leadership team et de sa construction. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est la leadership team ? Encore des anglicismes start-up, qu'est-ce qu'on met derrière ? Et on s'est un peu concerté avec Fiona pour voir quels étaient les contours qu'on donnait. Globalement, et tu me reprends si tu veux évidemment affiner la définition, dans les premières phases d'une start-up, on a coutume de considérer que le pilotage repose essentiellement sur les cofondateurs et cofondatrices, ou éventuellement le board, mais bon, avec un rôle bien défini de board. Et assez rapidement, à certains moments clés, il va être question de construire une leadership team qui pourrait être l'équivalent d'un COMEX, CODIR, qu'on trouve dans des organisations plus classiques. Bref, l'organisation, enfin l'organe étendu qui pilote la boîte au quotidien. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est à peu près ça. Je suis assez d'accord avec toi sur la définition. En fait, concrètement, le leadership team, déjà, on peut lui donner plusieurs intitulés. Tu sais, on appelle ça parfois la C-suite. Donc, les chief marketing officer, chief product officer.
Parfois, il y en a qui appellent ça des VP. C'est pas tellement le titre qui compte. En fait, c'est la personne qui va piloter la fonction, donc le métier, marketing, product, tech, peu importe, qui va comprendre le business, la situation business, qui va faire le bon plan pour dérouler la stratégie, qui va s'assurer qu'il y a bien un alignement avec l'équipe de leadership, et puis ensuite qui va l'exécuter. Et ces personnes-là sont 100% responsables de la définition du plan, de l'exécution et du résultat. Ouais. Et alors, j'ai évidemment moult questions, parce que forcément, en fait, c'est vu de ma fenêtre, c'est des moments clés dans les vies des startups parce que, ça commence à être le moment où on quitte un peu un alors il y a plein de moments, hein, comme cela, mais, où on quitte un peu un mode de fonctionnement qui est relativement artisanal dans le sens noble du terme, où en gros, on teste des choses et où on commence à se rapprocher d'une organisation structurée classiquement. Alors entre Total et Tiny Clues, il y a un monde, hein, mais dans la vraie vie, Ouais. effectivement, l'organisation en leadership team, exco, etc., reste un mode qui fonctionne assez bien. Et c'est aussi, en règle générale, le premier moment où on commence à recruter des profils très seniors ou Mm, très expérimentés, chers, entre guillemets, mm, mm, mm. et donc des profils qui sont censés apporter au moins autant de valeur que les cofondateurs sans être cofondateurs eux-mêmes. Exactement. En fait, c'est une phase qui est pas du tout évidente. Déjà parce que la première équipe qui a construit le produit, qui a eu les premiers clients, qui s'est beaucoup investi, les périmètres sont assez flous. Et quand commence à vouloir faire rentrer des leaders dans l'organisation, ça peut parfois être mal vécu parce qu'ils vont être là, mais qu'est-ce qui va apporter plus que moi? Moi, j'ai déjà construit tout ça. Quel est l'intérêt de faire rentrer des leaders dans l'organisation? Donc ça, il y a vraiment une phase d'explication qui est très importante. Il y a aussi une phase d'identification des potentiels, des gens qu'on veut tirer vers le haut en interne. On n'est pas tout de suite obligé de faire rentrer des profils qui ont connu la phase de croissance d'après. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus. C'est un risque de faire rentrer des trop gros profils trop tôt, parce que la croissance, parfois, elle n'est pas attendue exactement comme on le souhaitait. Et c'est un investissement qui est conséquent pour l'entreprise. Il peut y avoir un gap de culture. Tu vois, tu prends quelqu'un qui vient d'une très grande boîte, type Total, L'Oréal et autres, même si c'est rarement ce que j'ai vu C'est dans mon plutôt expérience. Google ou Apple, mais ils peuvent rompre la Ouais, période d'essai pour les mêmes raisons, hein, en réalité. exactement. Mais tu vois, tu fais pas rentrer ce type de profil pour rompre une période d'essai au bout de 3, même 6 mois. En fait, c'est des cycles qui sont beaucoup plus longs à mettre en place une stratégie et à la délivrer. Et du coup, il faut vraiment faire attention à ce que l'organisation en dessous de ces leaders soit capable de scaler vite et qu'on ait la croissance suffisante. Parce que moi, j'ai connu des leaders qui rentraient trop tôt et c'est tout aussi négatif, voire plus négatif que de ne pas en avoir fait rentrer, en fait. Alors, je te propose qu'on parte vraiment du tout début sur cette question, parce que moi, je joue le rôle du naïf, hein, évidemment, Ouais. dans ces interviews. Moi, la première question qui me vient, c'est la question. Alors, comment je vais tourner ça? En gros, pourquoi est-ce que c'est vraiment important de commencer à structurer une leadership team? Enfin, on pourrait se poser la question de, bah, les startups fonctionnent très bien souvent avec deux trois co-founders pendant un moment ou un même des fois. Pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument, refaire, des organes de décision, comme, et de pilotage comme des grands groupes? Et la deuxième question, c'est, enfin un peu, les 2 ensemble, hem c'est quoi le bon moment, même si j'imagine que ça dépend, ou dit autrement, c'est quoi les signaux faibles qui doivent commencer à alerter des cofondateurs qui n'ont pas encore de leadership team autour d'eux, de se dire là, ça commence à être le moment, les amis là. Ouais. En fait, déjà, ça dépend de l'équipe de cofondateurs. Tu vois, si tu as un fondateur qui est tout seul ou si tu as 4 cofondateurs qui ont déjà une expérience de leadership avant, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Ouais. Quand tu as un fondateur qui a jamais été dans le domaine entrepreneurial, il a besoin d'être accompagné plus vite, plus tôt qu'une équipe qui vient d'entreprises beaucoup plus structurées et qui se sont construites par la suite. Là-dessus, tu as un cycle, tu as un schéma qui s'appelle la courbe
de Greiner, pardon, qui explique les différentes phases de croissance. Et en fait, au début, tu as cette phase de créativité où tout le monde va s'investir et va essayer de construire le produit, mais il n'y a pas les compétences en interne pour scaler. Donc c'est un peu la différence entre le early stage et la phase de croissance où tu vas lever des fonds. En général, tu fais pas venir une équipe de leadership quand t'as pas levé des fonds et que t'as pas au moins un product market fit, on va dire. Potentiellement, tu peux pas te les payer de toute façon Voilà, à cette étape-là. exactement. Et en fait, ce que tu veux, c'est que tu vas accélérer, tu vas aller vite. Et donc, tu vas avoir des compétences qui vont te permettre d'exécuter ta stratégie rapidement. Et ces compétences-là, parfois, c'est pas les mêmes que ce que tu peux avoir en début, où il faut être hyper créatif, hyper agile, et où tu as besoin de profils qui sont multi-compétences. Là, tu vas chercher une expertise, en fait, plus précise, avec des personnalités qui ont construit et scalé des organisations sur une fonction. Et qui ont une vision stratégique vraiment précise et qui ont pu voir ce qui allait se passer. Parce que quand tu n'as pas vu les différentes phases de croissance, c'est parfois difficile d'anticiper et d'agir en fonction. Et ça, c'est hyper clé. Ouais, donc en fait, si je résume, il y a la grille de lecture que je ne connaissais pas, mais j'imagine qu'on peut appliquer celle du from zero to one, enfin du 0 à 1, du 1 à 10, enfin en gros les phases early versus effectivement croissance. Donc il y a une logique de se dire déjà on atteint le product market fit pour être sûr qu'on va bien grossir à partir de là. On lève des fonds et c'est probablement le moment où on se dit la phase de croissance étant suffisamment difficile sur chaque verticale, idéalement je vais faire monter à bord des personnes qui l'ont déjà fait ailleurs. En tout cas, c'est pas une mauvaise pratique en tant que telle. C'est pas un absolu, j'imagine, mais Non, c'est tout à fait. En fait, c'est pas un absolu. Même si souvent le board a quand même tendance à pousser dans ce sens-là, objectivement. ah, c'est rassurant, hein. Exactement, exactement. Mais en fait, il y a une question de temporalité, je pense. Et tu te dis, est-ce que si j'ai levé des fonds sur un engagement vis-à-vis de mon board, vis-à-vis d'investisseurs, peu importe, si je veux aller vite, et on est dans des marchés où la concurrence est vraiment forte, où tu vas vouloir accélérer rapidement sur la phase de croissance, est-ce qu'il vaut mieux avoir quelqu'un qui a déjà les skills, qui est capable de construire, de professionnaliser et d'avancer sur le produit, avoir plus de clients, avoir une meilleure approche marketing, avoir une vision plus affinée sur l'engineering, par exemple, ou ces sujets-là. Et encore une fois, du coup, ça va dépendre du profil du fondateur. C'est-à-dire que si tu as un fondateur qui est très axé produit, tu vas moins avoir besoin de recruter une équipe de leadership ou un type de profil avec une expertise et une vision forte là-dessus. Ça, c'est un autre point. C'est-à-dire qu'il faut être assez vigilant à combler plutôt les points sur lesquels le CEO se sent moins fort, moins solide, pour qu'il y ait une équipe de leadership qui soit hyper cohérente et qu'il n'y ait pas de collusion en fait sur ces sujets-là. Hmm. Alors du coup, ça nous amène à la question du recrutement, qui va être le point de départ, ou de la mobilité, effectivement, de faire grimper des personnes en interne. Ok, donc moi je me suis dit, on va mettre une mise en situation. On est trois cofondateurs, un produit, un très tech et un qui a un profil plutôt CEO, sales, etc. Ou en tout cas qui a porté la growth, le sales et le marketing jusqu'à présent. Et on se dit, c'est l'heure. En plus, on nous fait clairement comprendre au board que c'est l'heure de recruter. Comment ça se passe? Comment on s'y prend? Comment je choisis les bons types de profils? Qu'est-ce que tu recommanderais? Ouais. Alors, c'est un schéma qui est assez classique, mais en général, soit c'est du réseau, et les fondeurs en général ont un réseau assez étendu, soit tu as des cabinets qui sont spécialisés sur ces profils de chasse. Ce qui arrive assez régulièrement, c'est qu'en fait, tu commences à vouloir ouvrir des bureaux à l'international, donc c'est plutôt des cabinets qui ont un périmètre international, tu te cantonnes pas à la France. Et du coup, tu lances une chasse qui peut prendre du temps. Donc ça, c'est aussi à anticiper quand tu veux construire ton équipe de leadership. Entre le moment où tu identifies ton besoin et le moment où la personne rentre, il peut se passer évidemment plusieurs mois, comme dans n'importe quel recrutement. Mais c'est des cycles de recrutement qui sont vraiment longs. Donc, tu t'identifies les bons partenaires. En plus, les cabinets de chasse, c'est des coûts qui sont vraiment élevés. Donc, il faut absolument identifier le bon cabinet. Et là, Tu en as que t'aimes bien? À qui tu veux passer là?
Alors, je les ai pas en tête là tout de suite, mais oui, il y On en a les deux, mettra dans trois. la description Ouais, du podcast après. absolument, avec plaisir. C'est des gens qui sont ultra connectés, qui peuvent identifier facilement les bons profils. Euh, et ce qui est très important, je pense, dans le cycle de recrutement, c'est d'identifier les points clés sur lesquels on va recruter l'équipe de leadership. Et pour moi, c'est essentiel de s'assurer du culture fit, entre guillemets, c'est-à-dire l'alignement sur les valeurs, l'alignement sur la vision, c'est-à-dire que c'est impossible de recruter un leader qui n'est pas aligné sur la vision et sur la manière de la délivrer, euh, au même titre que en termes de valeurs, c'est indispensable de creuser que la personne va pouvoir porter les valeurs qui ont été identifiées, nommées dans l'entreprise. Je te donne un exemple. Nous, ça nous est arrivé de recruter un leader où on s'est rendu compte plus tard qu'il n'était pas suffisamment aligné avec les valeurs et que ça posait des problèmes. Et parmi les valeurs de Tiny Clues, il y a notamment l'intégrité. Et en fait, on a fait le choix de s'en séparer parce qu'il était beaucoup trop loin de notre culture. Et c'est un coût, si tu veux, pour l'entreprise. Tu te dis, c'était pas en France d'ailleurs, c'était à l'international. Et c'est plus dur encore de recruter des leaders à l'international. Hein. Et tu te dis, c'est un coût pour l'entreprise, qu'est-ce que ça engendre? Mais en fait, la priorité, c'était l'intégrité. Et donc, on a préféré s'en séparer plutôt que de continuer avec. Et donc ça, tu vois, c'est quelque chose que tu vas absolument anticiper dans ton process de recrutement. Hmm. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet-là, parce que ce que ça soulève en creux, ce que tu nous présentes là, c'est ce qui est rabâché encore et encore et encore dans le milieu startup à raison, c'est l'importance de consolider vraiment le trio mission, vision, valeur. Mmh, Et que ce soit extrêmement clair, mmh, explicité, partagé par tous. Parce que pour deux raisons, je vais vous donner deux anecdotes là-dessus. L'anecdote numéro un, tout le monde la connaît, c'est on a recruté un super profil de chez Apple ou de chez Google, en général c'est un de ces deux-là, qui coûte une blinde, c'est le profil le plus cher de l'entreprise, et pour un résultat qui est hyper décevant. Parce qu'il y a une espèce de cascade qui se met en place. Tu as quelqu'un qui arrive, qui est très cher, donc ça fait grincer des dents tout le monde en interne. La personne a beaucoup de pression et donc se réfugie derrière sa propre expertise. Et en fait, on n'a pas suffisamment validé l'alignement sur la vision, mission ou les valeurs, et ça coince à ce moment-là, à un niveau ou à un autre, parce que la personne qui est senior, arrive avec un leadership fort, avec une culture qui est très forte elle-même, et ça ne ouais, fit pas, ça désaxe. Donc ça, absolument. c'est malheureusement quelque chose qui arrive très souvent. Et il y a un autre exemple qui est beaucoup plus fin, parce que malheureusement celui-là, il arrive souvent. En tout cas, nous, on l'a beaucoup vu. C'est alors une boîte que je vais anonymiser, qui n'avait pas encore fait le travail de vision valeur, hein, c'était en cours, et en fait, a recruté quelqu'un en équivalent VP Sales, on va dire ça comme ça, précisément pour apporter un peu l'impulsion et la culture sales dans la verticale sales. Donc c'est un espèce d'exercice à deux bandes, parce que c'est une boîte qui a une culture un peu bisounours dans le bon sens du terme, ils se décriraient comme ça, tous des gentils. Et en gros, le côté un peu punchy, court-termiste des sales, il y avait pas ces compétences-là en interne. Ils ont recruté quelqu'un qui, pour le coup, même si les valeurs n'avaient pas été définies, avait un super bon culture fit, au sens où les Mmh, valeurs globales, qui auraient été l'équivalent de l'intégrité que tu décris chez Tiny Clues, tout était au vert, mais avec un côté très sales. Donc il était très sales, un peu sharky, etc. mmh, Et c'était très bizarre, parce que du coup il y avait plein de mal de gens en interne qui disaient, mais attends, on va l'appeler, je sais pas, Lucas, Lucas, il est pas comme nous, etc. Et en fait, si, il est juste assez comme nous pour fitter avec la culture fit, et évidemment qu'il apporte quelque chose qu'on n'a pas. C'est ça qu'on essaye ouais, d'apporter aussi. Et d'où absolument. l'importance de bien avoir tous les éléments clés pour voir qu'est-ce que c'est qu'un culture fit, quoi. Mais du coup, ce qui est indispensable sur ces profils-là, c'est que tu sais que ça va prendre un petit peu de temps de bien affiner ta stratégie et de l'exécuter. Mais en fait, ils ont besoin d'avoir des quick wins hyper rapides. C'est-à-dire que si tu as un leader qui arrive, tout le monde sait que c'est des coûts qui sont élevés, que c'est des gens qui sont censés avoir un impact significatif sur la boîte. Si au bout de plusieurs mois, en fait, il n'y a pas de différence significative, c'est juste pas possible. En interne, il n'y aura pas de buy-in. Et ça sera compliqué, en fait, pour lui déjà d'aligner ses équipes et d'avoir l'alignement derrière des autres équipes. Donc, ce que je recommande toujours sur ce type de profil, c'est quand même d'avoir des quick wins assez rapides. Euh, et puis il y a il y a des questions que j'aime bien poser en entretien sur ces profils. Euh, En général,
Tu sais, t'as tendance à te dire que tu vas recruter des profils qui ont eu des super success stories, qui ont vraiment contribué à des entreprises qui ont eu des fortes phases de croissance. Et parfois, tu as des entreprises qui grandissent parce qu'elles sont portées par un marché. Et ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui ont eu des échecs. C'est indispensable d'identifier les échecs, qu'ils soient capables de l'identifier eux-mêmes, qu'ils soient capables de parler de leurs échecs. Ce que j'essaye de savoir aussi pour avoir cette vision sur leur temporalité à eux et comment ils se situent, c'est de leur demander sur leur job actuel quelles sont les 2-3 priorités qu'ils ont identifiées et comment ils les ont taclées rapidement, entre guillemets. Et ce que je peux leur demander aussi, c'est eux ce qu'ils recherchent comme qualité quand ils vont embaucher dans leurs équipes. Là, c'est une question qui permet notamment de s'assurer du culture fit et de voir ce qu'ils vont rechercher. Et puis, parfois, ce qu'on ne demande pas toujours, mais c'est qu'est-ce qu'ils attendent de la fonction people. Comment on peut les aider? Comment ils se projettent dans la collaboration avec cette fonction-là. Et ce que je trouve assez intéressant quand on dézoome là sur cette phase de recrutement, c'est que j'ai l'impression que c'est ni plus ni moins que les bonnes pratiques de recrutement en général, j'allais dire, en y mettant un accent encore beaucoup plus important parce que l'impact à la sortie est élevé. Mais je retrouve ce que tu disais, la scorecard, de se dire je construis exactement qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je recherche en fonction des profils que j'ai déjà, CEO, co-founder, etc. Un process de recrutement qui assume le temps que ça va prendre et puis un accent sur le culture fit, quoi. Ouais, il y a un point aussi pour moi qui est indispensable. C'est un candidat doit faire sa due diligence. C'est-à-dire que s'il la fait pas, pour moi, c'est un gros warning. S'il demande pas à voir nos clients, s'il demande pas, alors en général, tu as le board de toute façon qui est dans ces process de recrutement-là, mais s'il demande pas à avoir une vision, une démo du produit, même à participer en shadowing, tu sais, sur des pitch clients, s'il demande pas à parler aux gens de l'équipe, que ce soit officiel ou non officiel, peu importe, et puis s'il y a besoin, tu fais signer un accord de confidentialité en fait. Mais un candidat qui ferait pas ça, c'est un gros warning pour moi, clairement. Donc en fait, le bon candidat ou la bonne candidate, on est censé commencer à la voir flâner dans les bureaux pendant quelques semaines, quelques mois avant de rejoindre le bateau, c'est ça? Non mais tu rigoles, mais je repense à des moments où j'étais salarié de start-up et effectivement, les bons profils commencent à se rapprocher de la boîte pendant un bon moment avant de la rejoindre vraiment. Alors, ouais, je fais une En tout cas, je parenthèse l'ai là-dessus. vécu. Non, alors je fais une parenthèse là-dessus. En fait, parfois, tu as le profil qui arrive doucement en tant que consultant, puis en fait qui est embauché derrière. Alors ça, non, c'est pas ce que Non, ça c'est autre chose. C'est pas ce que j'ai dit, effectivement. Mais par contre, en fait, s'il fait sa due deal, c'est qu'il se pose vraiment les bonnes questions et qu'il s'assure lui-même qu'il est bien aligné avec ce que la boîte a à lui proposer. Et que c'est pas juste le côté opportuniste de la boîte est en croissance en ce moment, je cherche un job entre guillemets et donc c'est le bon moment d'atterrir. En fait, les deux parties ont besoin de faire leur due deal, vraiment. Et peut-être avant d'avancer sur la partie post-recrutement, parce qu'après, il faut les organiser, tous ces super talents. Forcément, nous, le leadership, c'est aussi un des sujets qui nous passionne beaucoup. Selon toi, c'est quoi les core skills très importantes d'un leader ou d'une leader? C'est-à-dire, si on met de côté la partie verticale, donc voilà, j'ai déjà scalé le produit, la tech, les sales, quelque part, la notion de leadership en tant que telle est hyper importante, parce que nous, ce qu'on a un peu coutume de dire, c'est qu'il y a deux effets qui sont indépassables quand on parle de leadership. C'est que on peut pas manager des gens qui ont un leadership plus fort que nous. Ça marche pas. Mécaniquement, ça coince. Au bout d'un moment, on se dit tiens, mon boss, il sait pas où il va, etc. Et aucune startup peut aller plus vite que le niveau de leadership de sa top team. C'est pas possible. Absolument, absolument, je suis d'accord avec toi. Et une fois qu'on a dit ça, on se dit bon, le leadership, ça a l'air vachement important, mais c'est un peu flou. C'est quoi le Ouais. leadership? Donc toi, c'est quoi les compétences d'un ou d'une leader à ton avis? Moi, je dirais qu'il y a deux axes principaux qui sont indispensables. Le premier, c'est la vision, avoir une vision claire de ce qu'on veut délivrer, inspirer les équipes, donner du sens et l'expliquer. En fait, un leader, il doit pouvoir entraîner toute sa team avec lui. Quand il fait un meeting, tu as toute sa team qui a envie de se battre pour lui et qui a envie d'aller jusqu'au bout du projet et de relever les challenges. Ça, c'est le premier point.
Ça veut pas dire que c'est un grand speaker nécessairement, ça veut pas dire qu'il est capable d'emporter les foules sur scène, mais avec son équipe, il leur donne tous envie d'y aller et de se battre. Ça, c'est hyper important, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la capacité à créer une super team qui va délivrer ce sur quoi ils se sont engagés. Alors, ça, c'est le côté grande vision hein, et les axes les plus significatifs. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà attirer les talents. Tu vois, un leader, ça fait quand même plusieurs années qu'il travaille et donc tu te dis qu'il a un réseau significatif et qu'il est capable d'attirer déjà des gens avec qui il a pu construire. S'assurer qu'il communique bien les messages à son équipe. Ça, tu vois, parfois, c'est des éléments que j'ai vus sur lesquels il pouvait y avoir des faiblesses. Est-ce que ton équipe de middle management que tu construis, est-ce que eux, ils comprennent bien ton message? Est-ce qu'ils comprennent bien ta vision? Parce que derrière, c'est eux qui vont relayer les messages en dessous au quotidien, qui vont s'en assurer. Et si toi, t'es pas clair, en fait, ton équipe va pas comprendre la direction que tu souhaites emprunter. Donc, c'est indispensable d'être clair, d'être consistant et de donner des actions précises sur lesquelles tes équipes doivent pouvoir s'engager. Ton équipe de middle management, il faut qu'elle soit extrêmement solide et il faut qu'il y ait de la confiance respective entre le leader et l'équipe de management. Parce que c'est tes vrais relais sur le terrain. Quand on est à un niveau de poste de leadership, en fait, on laisse l'exécution entre guillemets à son équipe de middle management, on leur fait confiance, on leur laisse le contrôle. Tu vois, il y a une différence entre le concept où tu dis ce qu'on appelle command and control, qui est plutôt un concept de leadership qui était prôné, on va dire, il y a quelques années, et aujourd'hui, c'est give back power and control. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu donnes la liberté aux gens dans tes équipes, aux équipes de management, de faire leur job. Et tu leur fais confiance. Tu viens pas dire à ton middle management, tu viens pas interférer dans ses messages, dans sa communication, lui-même connaît sa team. Il y a juste un autre point rapide qui est hyper important en termes plutôt d'image. En fait, plus la position dans la société est exposée, c'est-à-dire que tu as une responsabilité forte, plus tu dois faire preuve d'empathie avec les gens et de disponibilité. Je trouve que ça, c'est un point qui est essentiel et qui différencie les bons leaders des autres. Ouais, je rebondis très rapidement là-dessus, parce que pour le coup, c'est, comme je te disais, c'est des sujets qu'on creuse beaucoup, évidemment. Euh, pour celles et ceux qui ont du mal à capturer le leadership, la différence avec le management, etc., nous, on aime bien utiliser deux éléments simples pour le rendre le plus simple. Et le premier est lié à ce que tu viens de dire. À la fin, ce qu'on attend d'un leader ou d'une leader, c'est d'embarquer des équipes, d'embarquer des gens. En fait, si vous pensez être un leader et que personne ne vous suit, vous êtes juste quelqu'un qui se promène, en réalité. Et dans une organisation, c'est dramatique parce que vous pouvez être champion du monde de la stratégie, des modèles de growth, Absolument. etc. Si vous embarquez personne en dessous, il va rien se passer. Et donc, quand on est dans la logique de recruter des leaders, effectivement, ne nous leurrons pas, l'impact du relationnel et de la capacité de cette personne à créer un excellent relationnel avec des gens qui sont déjà en place, des gens qui vont arriver, est extrêmement important. Et la deuxième boussole qu'on utilise beaucoup pour, typiquement quand on forme des managers, des leaders, c'est on utilise beaucoup la notion de North Star métrique en startup. Hein, je sais c'est quoi la métrique plus importante que toutes les autres. La North Star métrique d'un leader vis-à-vis de son équipe sera toujours la même, c'est augmenter durablement dans le temps les résultats de l'équipe. Donc, et ça peut pas se faire si on n'embarque pas les gens, ça peut pas se faire si on n'a pas une bonne idée de mission, de vision, qu'on n'a pas un cap, et ça peut pas se faire si on est dans le command and control, parce qu'à la fin du fin, on inhibe ces équipes. Mais à la fin du fin, si vous êtes en train de vous poser des questions sur votre propre capacité de leadership, ou si vous êtes en train de vous dire est-ce que cette personne-là fait bien son leadership, la question c'est est-ce que cette personne-là agit comme un catalyseur des résultats de l'équipe et tire vers le haut, ou au contraire la fait stagner ou freiner. Si c'est la 2 ou la 3, ça veut dire qu'on n'est pas au niveau en termes de leadership. En tout cas, Oui, absolument. Oui, bien sûr. Et puis nos grilles. les indicateurs qui permettent de voir notamment, qui permettent de mesurer ça, c'est la loyauté déjà. C'est-à-dire qu'un leader, il est capable de générer une loyauté vraiment forte auprès de ses équipes et à quel point il a réussi à faire grandir ses équipes. Est-ce que tu as eu... Alors, un indicateur concret, ça serait les promotions ou les mouvements de poste. Et tu peux aussi mesurer ça dans des reviews. Est-ce que les gens ont eu des attentes, des aspirations particulières? Est-ce que
le leader, avec ses équipes de management, il a réussi à tirer les gens vers le haut. En fait, c'est vraiment leur responsabilité. C'est-à-dire que la carrière de ton équipe, des gens de ton équipe, c'est ta responsabilité de les faire grandir. C'est indispensable. Ça paraît évident, hein, mais c'est indispensable. Pour augmenter durablement dans le temps les résultats de son équipe, à un moment donné, il va falloir faire grandir ses équipes. Ça Oui, fait aussi partie du absolument. job. Ouais. Et alors là, donc bon, on a traversé les chemins du recrutement. C'était long, évidemment. Préparez-vous, hein, si vous êtes en phase de recrutement, c'est long, évidemment. Mais c'est pas le tout d'avoir des super pépites, les petits bijoux derrière chaque intitulé de poste. Maintenant, il faut les faire travailler ensemble et donc créer une cohésion d'équipe, créer à la fois un organe de leadership team qui fonctionne, enfin qui fait ce qu'il est censé faire, créer la cohésion dans ce que ça a de plus indicible, un peu plus informel. Et plus généralement, moi, il y a un petit supplément de question que je me pose, c'est on doit créer quelque part une cohésion autour d'un noyau qui existe depuis longtemps, à savoir les cofondateurs, quand ils sont nombreux. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus ? À quoi on doit s'attendre ? Comment est-ce qu'on va dans le bon sens plutôt que dans le mauvais ? Comment on fait ? Ouais. Déjà, ce qui est important d'avoir identifié en amont du process de recrutement et d'avoir été assez transparent, c'est que il n'y a pas de politique possible vraiment dans les startups. Tu vois, c'est quand même des entreprises qui sont encore petites en taille. On n'est pas chez Salesforce. Et ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des leaders qui n'ont pas d'agenda caché, qui n'ont pas d'aspirations personnelles qui sont plus fortes que les aspirations de l'entreprise. Et ça va permettre de créer de la confiance au niveau de l'équipe de leadership. Ça, c'est le premier point. Ce qui est indispensable, c'est un alignement de l'équipe de leadership. Mais pour moi, ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que dans les rituels qu'il peut y avoir dans l'équipe de leadership, par exemple, chez Tiny Clues, tous les trimestres, l'équipe de leadership est en off-site pour s'aligner sur les sujets du moment ou sur les sujets à dérouler. Et quand il y a besoin de faire un ajustement en cours de route, il y a un ajustement en cours de route, plus des meetings stratégiques en cours de route également. Il y a un alignement sur la stratégie, la vision, le message. Derrière, il n'est pas acceptable et pas envisageable qu'un leader puisse avoir un discours dissonant de ce qui a été identifié dans l'équipe de leadership. Et ça se sait assez vite en réalité si ça arrive. Donc, par rapport à ça, nous, on a un concept chez Tiny Clues qui est extrêmement fort, qui s'appelle Disagree and Commit. Et l'opposé de ce concept, c'est Agree and Sabotage. C'est-à-dire que et c'est valable pour tout le monde, si tu veux. C'est même une question qu'on pose dans nos surveys trimestriels, de mesurer ce concept-là. En fait, tu dois tout mettre sur la table dans les rituels que tu peux avoir. Si t'es pas d'accord, tu dois absolument c'est ta responsabilité de débattre et de dire quand tu n'es pas d'accord. C'est ton job. En fait, c'est une faute de dire quand tu n'es pas d'accord. Plutôt de dire de ne pas dire si tu n'es pas d'accord. C'est une faute de ne pas dire si tu n'es pas exactement. Ce qui permet de débattre et d'aller dans les sujets de fond. Et à la fin, de toute façon, ça sera tranché. Même si tu n'es pas d'accord avec la décision qui est prise, tu t'alignes derrière et c'est le discours que tu relais en interne. Ça, c'est indispensable de s'assurer de cet alignement au niveau des execs. Ce qui est aussi important, c'est la solidarité entre les execs. En fait, on laisse chacun faire son job. On va pas se mêler de savoir mais pourquoi toi, ce mois-ci, t'as pas fait tes objectifs de vente, ou comment ça se fait que cette feature elle est pas délivrée. En fait, on fait confiance aux autres et on les laisse faire leur job. Surtout qu'en général, on n'est pas toujours 100% irréprochable. Hein. C'est compliqué, ça. C'est une position qui est extrêmement exposée avec des enjeux forts et c'est difficile d'être exemplaire. Et on se doit d'être solidaire, d'être là pour aider les autres, mais pas pour faire du finger pointing, notamment dans les meetings, dans ces meetings-là. Et puis, il y a un point qui est aussi hyper important pour les fondateurs ou le CEO, en tout cas celui qui a cette position-là, c'est de laisser les execs faire leur job. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater parfois par le passé. T'embauches des gens qui sont experts,
qui sont là pour dérouler une stratégie. Tu leur fais confiance. Tu vas pas te mêler des petits détails de savoir de quelle couleur est telle feature ou tel produit ou ce genre de choses. C'est pas ton rôle en tant que CEO de le faire. Hmm. Et alors, soyons très clairs, hein, là, je serais curieux de voir comment ça s'est passé dans les différentes expériences que tu as eues, mais là, on présente effectivement ce vers quoi il faut tendre. Donc tu parlais de l'alignement, de la confiance dans la team, le disagree and commit, la solidarité, d'être au bon niveau de délégation et donc de laisser ces gens faire leur job. Ça se fait pas en 2 minutes. Ça demande un peu de rebond parce que je pense exactement à ce que tu viens de dire. Je sais pas trop comment ça s'est passé dans tes expériences, mais dans ce qu'on a pu voir, un groupe de cofondateurs qui a fait bouger son projet pendant 1, 2, 3 ans, j'en sais rien, avant de recruter vraiment des personnes qui vont permettre d'accélérer. Des fois, c'est très difficile de lâcher le bébé ou de lâcher une partie et de pas être un peu omniprésent. Et pour autant, c'est typiquement le genre de comportement qui cloue une boîte au plancher. Enfin, ça lui permet pas de décoller. Est-ce que tu as des bonnes pratiques, alors que ce soit que tu conseilles à ces personnes-là? Parce que là, pour moi, alors, si je dézoome, pour moi, il y a 3 parties dans ce système. Je suis en train de partir dans des bails de coach, mais bon, c'est notre métier. Il y a 3 parties. Il y a les cofondateurs qui forment un tout cohérent avant que l'exec team arrive, avant que la leadership team arrive. Il y a le système leadership team qui comprend donc les cofondateurs, et en parallèle il y a les RH qui jouent un rôle de facilitateur, d'aider tout ça. Qu'est-ce que chaque partie peut faire pour fluidifier la création de cette cohésion d'équipe et pour arriver à ce Graal, ou qu'est-ce qu'il faut éviter de faire si on prend les deux pièces, les deux faces de la pièce? Alors, d'un point de vue concret, il y a évidemment les rituels. C'est-à-dire échanger régulièrement en one-to-one entre le CEO et ses leaders, parce que tu vois, tu n'as pas la même discussion quand tu es en groupe que quand tu es individuellement. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en général, si toi, en tant que leader, tu sens que tu vas avoir un désalignement profond avec le CEO et que c'est pas nécessaire de mettre ça sur la table devant tout le monde, tu vas adresser ça en amont avec ton CEO pour éviter de faire perdre du temps à tout le monde. Et ça, c'est des discussions qu'il doit y avoir en amont. Et in fine, le CEO, c'est quand même lui qui drive la vision de la boîte. Donc de toute façon, il va falloir qu'il y ait un consensus. C'est indispensable. L'autre point, c'est que les RH jouent pour moi un rôle clé dans cette dynamique d'équipe de leadership pour permettre justement d'affiner les dynamiques individuelles et de groupe. Je m'explique. Nous, on a un rôle externe un peu. Moi, je me considère un peu externe à cette dynamique de groupe parce que je dois être complètement intègre, évidemment. Je dois avoir la confiance de toute l'équipe de leadership pour qu'ils puissent se confier à moi quand ils ont des frustrations, quand ils ont des difficultés dans la relation qu'ils peuvent avoir. Et à ce moment-là, nous, on va évidemment donner des conseils et on va aussi essayer d'influencer. Si tu veux, dans le rôle des RH, il y a un rôle d'influence. Je sais que ce terme, parfois, n'est pas toujours perçu positivement, mais vu qu'on est une fonction qui est 100% intègre, en fait, on influence dans l'intérêt collectif, on influence dans l'intérêt de l'entreprise. Et donc, on a un rôle pour désamorcer des situations de tension et pour s'assurer que les messages passent bien entre les leaders et le CEO, ou dans l'équipe de leadership d'ailleurs, hein, c'est pas que dans ce sens-là. Et il y a évidemment une fonction de temporalité là aussi, c'est-à-dire que tu vas faire, un CEO va commencer à faire confiance quand il va commencer à avoir des résultats, quand il va commencer à avoir de l'engagement, quand il va percevoir les signaux faibles sur le terrain en fait. Par contre, ce qui se doit de faire, c'est tout de suite de faire confiance. Ça, c'est sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il peut pas embaucher quelqu'un à ce niveau de poste, avec ce niveau de rémunération, sans lui donner les clés. Il a pas le choix, sinon ça sert à rien en fait. Donc ça, il a un travail personnel lui à faire sur lequel les RH peuvent l'accompagner. Ou nous, hein. C'est une partie de notre job. je me reconnais exactement. Peut-être qu'on devrait être RH aussi dans une autre vie. Mais oui, tout à fait. Et au-delà de la petite blague, je pense que c'est très important qu'on le souligne parce qu'on sait qu'il y a plusieurs catégories de personnes qui nous écoutent. Hein. Il y a des founders, il y a des RH, des gens qui sont très intéressés par ces sujets, peut-être des gens qui vont rejoindre une startup.
si vous êtes cofondateur et que vous nous écoutez, préparez-vous au fait que c'est pas simple. Si on rigole et que avec Fiona en disant qu'il y a un peu un rôle d'influence, de facilitation, c'est parce que même si tout le monde sait sur le papier ce qu'il doit faire, à savoir laisser faire, faire confiance, etc. Votre premier membre de la leadership team, ça va vous faire drôle, hein, parce que ça va être la première fois qu'il y a quelqu'un qui a à moitié un rôle de père. C'est pas un co-founder, mais pas loin. C'est pas vraiment un salarié, mais quand même. Mm. C'est pas un advisor du board, mais en même temps, il vient pour son expertise. Et du coup, c'est un animal qui peut être un peu difficile de ranger dans la boîte convenablement. Donc, ça va pas. Préparez-vous aussi au fait que ça va pas se faire tout seul. C'est pas grave. Absolument, mais tu vois, je pense que si ton process de recrutement en amont, il est suffisamment solide, tu as énormément de discussions quand même, c'est pas juste 1 ou 2 entretiens, tu as beaucoup de discussions. Toi-même, en tant que CEO, tu vas faire une due diligence, tu vas les demander comment ça s'est passé dans les expériences précédentes. Les réseaux, ils sont suffisamment conséquents aujourd'hui pour que tu puisses vérifier. En fait, tu arrives... En général, ce qui se passe quand tu es content de ton recrutement, ce qui est quand même, j'espère, 100% des cas, c'est que tu es hyper content d'avoir eu accès à ce profil-là, qui a cru dans ton produit, qui donc d'une certaine façon valorise ce que tu as pu délivrer, ce que tu as pu faire, et qui s'engage auprès de toi pour le succès de ton entreprise. Donc quand même, vis-à-vis du CEO, c'est valorisant d'avoir ce genre de profil qui arrive. Et il y a ce que moi j'appelle une phase lune de miel. Il y a quand même une phase lune de miel qui dure en général à peu près 3 mois, où il y a cette phase d'observation du leader qui peut rentrer, une phase d'observation aussi dans la dynamique avec le CEO. Et en général, ça se passe plutôt bien sur cette phase. Et retour à ce que tu disais avant, d'où l'intérêt d'avoir eu des premières réussites dans les 3 premiers mois pour que la phase de lune de miel se prolonge vers Tout à fait. une saine relation versus tiens, dis donc, il m'a bien fait rêver ou elle m'a bien fait rêver, mais ça n'a pas donné grand-chose encore cette histoire. Absolument. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans le processus de recrutement, je reviens dessus parce que c'est hyper important. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. C'est hyper important d'être transparent sur les difficultés que vont pouvoir rencontrer les leaders quand ils arrivent. C'est-à-dire que ça sert à rien de leur vendre une histoire où tout est parfait. C'est jamais vrai dans les startups. Tu vas reprendre cette équipe, ça va pas se faire tout seul. Non, mais pour le coup, c'est important, surtout quand tu as des gens qui ont eu des postes, qui ont été dans des postes avec des responsabilités, des phases de croissance hyper importantes. Et en fait, ils vont être quand même plus hands-on, tu vois, quand ils vont arriver. Et donc, il va falloir qu'ils prennent des décisions, il va falloir qu'ils agissent. Et ils vont être confrontés à des problèmes auxquels peut-être ils n'étaient pas confrontés depuis plusieurs années parce qu'ils étaient dans des structures tellement importantes que c'est plus des sujets qu'ils traitent. Donc il faut être vraiment transparent sur où on veut aller et l'état dans lequel ils vont retrouver la société quand ils arrivent. Alors ça me permet, je fais un petit peu de ping-pong avec toi, hein, Fiona, mais de pointer un fail que nous on a vu beaucoup, et alors on n'a aucun jugement là-dessus, c'est malheureux, mais de l'extérieur on comprend bien, c'est ce qu'on pourrait appeler moi le fail du grand écart, c'est-à-dire recruter quelqu'un qui était très très haut, qui avait fait de la magie dans une boîte qui est au début de sa croissance. Effectivement, il faut être très explicite parce qu'on peut se retrouver dans le profil que j'appellerais le profil poche profonde, c'est-à-dire il arrive ou elle arrive, peu importe, et en réalité, c'est quelqu'un qui était dans une phase de sa carrière ou de la boîte où la majeure partie de ce qu'on lui demandait, c'était de la décision, des arbitrages et de l'engagement, mais la prod ou le travail de pilotage quotidien était fait soit par des cabinets de conseil, soit par des équipes. Et donc, tu as quelqu'un qui arrive et qui dit bah, je peux rien produire si j'ai pas McKinsey plus 5 personnes, une assistante et tout. Et ça va vous faire drôle, hein. Donc, faites bien attention. Si vous débauchez un profil qui est très senior quelque part et que vous êtes dans une phase où la personne va être hands-on, parce qu'à un moment donné, il va falloir mettre les mains dans le cambouis, surprécisez-le et puis soyez vigilants si vous voyez dans les phases de test que ça a l'air de mal se passer en fait. Oui, bah, je l'ai vu aussi, donc tu vois, Ouais, voilà, ça existe. c'est que ça arrive. Absolument, je pense qu'il faut être clair sur le budget. Ça, c'est un point qui est hyper important. Tu vois, le budget et les moyens, c'est une question indispensable à poser et à se poser.
que vont avoir ces leaders qu'on recrute, parce qu'ils vont être dans des boîtes qui vont avoir des budgets faramineux, avec des moyens faramineux en termes de people et autres, et ça sera pas le cas là, tout de suite. Donc c'est un très bon point à identifier, parce que le risque, c'est que ton budget explose, ton budget marketing, ton budget peu importe, sales explose, ton plan de recrutement explose, et en plus, parfois, ça arrive que les résultats soient pas à la hauteur au regard de, tu vois, tu dépasses ton budget de, je dis n'importe quoi, à 20%, tu t'attends à des résultats extraordinaires, et puis en fait, c'est pas toujours le cas. Bref, c'est un très bon point. J'ai alors, petite question qu'on peut peut-être aborder rapidement, parce que c'est une question qui est peut-être plus technique, on va dire, un peu nuts and bolts. Dans ma tête, des profils de ce type-là, leadership team, sans faire un épisode spécial rémunération, c'est pas tout à fait le moment d'essayer d'être pingre. Et globalement, il y a juste une bonne pratique de ce profil-là vaut ce qu'il vaut, et en général, ils savent ce qu'ils valent sur le marché. Et d'un point de vue engagement, tout ce qui est incentive à base de BSPCE ou equity en toute forme reste souvent, après, à voir avec les différentes modalités, vesté ou non, machin, reste des grands classiques. Moi, c'est comme ça que je me le représente. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir là-dessus ? Non, alors déjà, il faut faire attention, quand on recrute à l'international, les salaires aux US peuvent vite monter. Et ça, on n'est pas toujours prêt. Mais c'est des sommes qui paraissent faramineuses par rapport... Sur les profils sales et les profils tech, ça pique. Hein. Ouais, exactement. Et donc, faut quand même s'y préparer. C'est des budgets qui sont énormes. C'est pas du tout les mêmes grilles de salaire. Ça n'a strictement rien à voir. Et sur ces profils-là, en termes de négo, ce que je peux recommander, c'est, si on veut jouer un peu sur la rémunération, enfin, c'est un package qui est global, mais si on veut jouer, c'est le package de sortie. Par exemple, aux États-Unis, en tout cas sur les États dans lesquels j'ai pu travailler moi, tu peux te séparer de quelqu'un du jour au lendemain. Tu n'as pas d'obligation de préavis ou autre, mais tu fais jamais ça sur un profil exec. Tu négocies toujours une clause où pendant tu laisses 3 mois de préavis, ou tu laisses 2 mois ou 6 mois, peu importe, ça dépend du profil. Hein. Mais ça, c'est une zone de négociation, entre autres. Il y a évidemment les BSPCE et la participation dans l'entreprise. Ça, il faut quand même connaître un peu le marché. Il y a certains profils, notamment encore une fois aux États-Unis, qui peuvent être assez gourmands sur le sujet, parce qu'ils se disent, j'arrive dans une boîte peut-être française, je m'investis, et ils vont avoir tendance à demander des taux qui sont un peu supérieurs à ce qui se fait dans la norme du marché. Et là, pour le coup, faut être hyper transparent sur ce qui se fait en termes de pratique, et maintenir quand même une équité dans le groupe de leadership. Là où c'est compliqué, c'est quand tu commences à recruter des profils qui sont pas que sur le marché français, mais dans plusieurs pays, et que tu as envie de garder une équité sur la participation dans l'entreprise. Et en fait, tu arrives toujours à trouver un bon compromis là-dessus. Et évidemment, tu as la part de rémunération variable, qui est systématique sur ces profils-là. Mais bon, c'est un élément, tu vois, les premiers mois, tu peux avoir, alors on peut débattre là-dessus longtemps, mais tu peux avoir un variable qui va être garanti en partie ou en totalité sur les 6 premiers mois, ou ce genre de négociation. Ouais, mais ça reste la bonne pratique de se dire que, c'est exactement ce qu'on a dit tout au long de cet échange. Hein, ce sont des profils qui ont un pied dans la posture de salarié, avec tout ce que ça implique, d'une forme de sécurité, etc., et un pied dans quelqu'un qui est censé avoir un impact énorme sur la boîte et qui donc doit être incentivé à l'impact qu'il apporte, que ce soit par du variable, des BSPCE, etc. Donc, un juste mix. La dernière question que je me pose, qui est peut-être la question la plus polémique, peut-être. Quid de l'équilibre faire monter des gens de l'interne à ces jobs-là versus recruter de l'externe? Parce que globalement, pour la faire assez courte, pour pas te tendre un piège non plus, la pratique assez commune dans l'écosystème startup français va être de recruter, de plutôt être du côté du recrutement, de recruter des gens, des profils de l'externe, et ça s'entend très bien pour apporter des choses que la boîte n'a pas en interne.
Et alors que de l'autre côté, le case pour faire monter quelqu'un de l'interne, c'est aussi une manière de ne pas perdre pied sur sa culture, entre autres choses. Au-delà du fait que faire monter quelqu'un de l'interne, enfin, en gros, si les cofondateurs peuvent grandir aussi vite que leur boîte, il n'y a pas de raison que les autres ne le puissent pas. Il faut juste les outiller pour qu'ils en soient capables. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu as vu? Ouais, je peux te répondre. J'ai déjà vu le cas de figure. Super, waouh! En fait, il y a un élément clé pour que ça puisse se produire, c'est que le CEO soit capable de faire monter en compétence cette personne. S'il y a un rattachement direct. C'est-à-dire que si c'est pas un CEO qui a ses skills de leadership, ce qui arrive, hein, encore une fois, tu vois, tu peux avoir des CEO qui, je veux pas mettre les gens dans les catégories, mais qui sortent d'école et qui n'ont donc pas forcément vu tous les cas de figure de management, qui n'ont pas eu des postures de leadership avant, ou alors qui ont eu des expériences très loin de l'entrepreneuriat. S'ils n'ont pas la capacité de les faire monter, en fait, on va mettre ces gens dans des situations d'échec. C'est-à-dire que le CEO, il va être dans une attente. Tu peux avoir du coaching parallèle, mais pour moi, ça suffit pas. Franchement, je suis désolée. Non, mais je suis 100% d'accord, hein. Enfin, j'aurais un truc à te raconter là-dessus après, mais ouais. Pour moi, ça ne suffit pas. Si le CEO, il se sent en mesure de le tirer vers le haut et que c'est une volonté de la personne, c'est ce qu'elle a vraiment envie de faire, pour moi, ça peut matcher. Et à un moment donné, en fait, si tu veux, si tu construis une super relation comme tu le fais en tant que leader, de toute façon, si la croissance de l'entreprise est plus rapide que ta croissance à toi, en fait, vous aurez la discussion, si tu veux. L'objectif, c'est qu'on te mette pas dans une position où tu vas échouer, c'est qu'on te mette dans une position où tu vas réussir. Et si tu sens que ça commence à devenir trop juste, c'est pas grave, on va recruter quelqu'un qui lui-même va continuer à te tirer vers le haut. Mais l'élément indispensable, c'est que cette personne que tu veux faire grandir, si tu veux pas recruter en externe, c'est que ton CEO soit capable de te tirer vers le haut. Ouais, l'anecdote que je voulais te partager là-dessus, c'est, tu t'en doutes, on est exposé assez souvent à ce cas de figure, hein, qui n'est pas une prise de poste, mais qui est une prise de périmètre, en fait, en réalité. Et oui, les cas les plus fantastiques où je vais plutôt considérer notre œil comme l'œil de la petite souris, hein, même si on bosse, hein, c'est des cas dans lesquels, comment dire ça? On voit au travers de la personne, du dirigeant ou de la dirigeante qu'on accompagne, qu'on essaie de faire monter, que le CEO a une intention qui est très claire et très pure vis-à-vis de la personne. C'est-à-dire que le terrain est très clair, ça ressemble à euh, on va essayer de te faire monter. Tout le monde a ses limites, moi y compris. En général, c'est des CEO qui sont très humbles là-dessus. Peut-être un jour, je serai dépassé par ma propre boîte. Et on va te donner tous les moyens qu'il faut. Donc, le coaching en étant un, mais il y en a d'autres. Et au quotidien, on voit bien que le CEO joue en tout cas dans une boîte qui est déjà passée dans le podcast par ailleurs, le CEO joue un rôle extrêmement clean en termes de leadership, qui est un mix entre passer beaucoup de temps avec cette personne-là, tout en lui renvoyant systématiquement la balle en termes d'ownership. C'est un mix entre je serai toujours là pour toi. En revanche, je ne vais pas t'expliquer comment faire les choses parce que c'est ça précisément qu'on essaye de faire. Et que tu prennes l'ownership de ça, quoi. Et ça passe par des CEO. En tous les cas, je veux dire, on sent l'ombre du CEO là-dedans, quoi. Mais en fait, le CEO, sur ces profils-là, il doit aussi avoir la casquette de coach, si tu veux. Et s'ils sont, parce qu'il y a le côté, je te fais confiance, on va te donner les moyens, on peut beaucoup discuter, mais en fait, ça suffit pas, ça, quand même, pour tirer quelqu'un vers le haut sur un poste de leadership. Il faut quelqu'un qui ait déjà eu quand même ces postures, en tout cas qui ait une vision très claire et qui soit capable d'accompagner ces profils émergents. Toute la bonne volonté du monde ne permettra pas d'amener quelqu'un au bon niveau si on n'a pas déjà eu ce type de posture et si on n'est pas en mesure de le coacher régulièrement. Et un coaching externe, pour moi, ça suffit pas. Ah non, mais on est bien d'accord. Et en l'occurrence, la boîte à laquelle je pense, le CEO est le contre-exemple parfait parce qu'il a moins de 30 ans, mais c'est un alien en termes de leadership. C'est quelqu'un de très, très, très impressionnant. Oui, il y a tout à fait. Il y a mais c'est effectivement oui, tout à fait. les exceptions. Exactement. Bon, écoute, Fiona, je trouve qu'on a fait un bon petit tour là sur ce sujet. Je te remercie beaucoup. On va passer tranquillement à la fin de l'interview. Ouais. La première question à se poser, c'est quelqu'un qui a écouté attentivement notre échange et qui aurait envie d'aller plus loin ou d'engager la discussion avec toi. Par quel biais il peut te contacter?
Eh bien, écoute, LinkedIn, c'est hyper Un grand classique. traditionnel, voilà. Sinon, sur Twitter, je C'est vrai, regarde tu tweets. régulièrement. Ouais. Alors non, c'est vrai, c'est pas Tu, vrai. tu, tu lis. Ça fait longtemps que j'ai pas tweeté, mais je suis quand même un minimum active. Petite précision, je suis à 2 doigts d'accoucher, donc peut-être que dans les prochaines semaines, je serai pas hyper dispo. Un petit peu moins sur LinkedIn. Exactement. Mais effectivement, ça reste le moyen le plus simple. Et quel livre, podcast ou blog tu recommanderais à nos auditeurs et auditrices pour aller plus loin? Alors, sur ces sujets-là, moi j'aime bien écouter le podcast Dear HBR, c'est le podcast de Harvard Business Review. En fait, c'est des solutions, c'est des cas pratiques de leaders ou de managers qui ont des difficultés dans leur carrière. Et pendant à peu près une session d'une demi-heure, tu vois, ça reste quand même facilement euh, écoutable entre guillemets. Ils te donnent des conseils sur comment gérer ta carrière, comment avancer. C'est en anglais, hein, mais c'est très pratique. Euh, je recommande aussi le livre, je sais pas si tu connais, c'est le Trillion Dollar Coach sur Bill Campbell. En fait, Bill Campbell, c'est le coach des fondateurs de la Silicon Valley des années 2000. Et il était coach dans une équipe de football américaine. Et il s'est retrouvé à donner des conseils à Steve Jobs, Eric Schmidt, etc. Et ce livre-là, il a été co-écrit par Eric Schmidt, justement, sur comment il l'a aidé à construire son équipe de leadership et comment il a pu, grâce à lui, développer Google, entre autres. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis sinon, moi, ce que j'aime bien faire, encore une fois, sur Twitter, c'est que je me fais une liste de personnes à suivre en fonction des sujets. Et donc, je suis des gens qui sont plutôt connus, entre guillemets, dans leur domaine, tu vois, mais il y a Adam Grant, Marcus Buckingham, Megan Biro aussi, par exemple, que je recommande de suivre. Twitter, je pense que c'est une source d'information qui est un peu différente, tu vois, des livres, des podcasts, et qui reste toujours utile. Ouais, petite mise en perspective là-dessus. Rappelez-vous toujours que pour que quelque chose termine en livre, ça prend des mois, des années. Enfin, c'est long d'écrire un livre. Un podcast, c'est moins long, hein. Ça prend moins de temps, mais ça demande un petit peu de préparation. Et Twitter, on en pense qu'on en pense, mais au moins, il y a le côté instantané. Donc, vous êtes certain que le point de départ d'une tendance va très vraisemblablement être sur Twitter ou autre réseau du même genre. Effectivement. Oui, en fait, ça dépend le temps que tu peux consacrer à cet accès à l'information. Et c'est vrai que Twitter, ça permet assez vite d'identifier une information qui est importante, d'aller la lire rapidement. Et moi, je trouve que c'est un bon complément, si tu veux, des livres et des podcasts. Yes. Et alors, tu connais notre chère tradition de passage de relais, ou en l'occurrence de passage de micro. Qui est-ce que tu aimerais, à qui est-ce que tu aimerais passer ton micro pour un prochain épisode du podcast? Eh ben, écoute, il y a déjà pas mal de beau monde qui est passé sur ce podcast. Je ne déroge pas à la règle. Je pense que tout le monde a identifié les personnes qui avaient des choses intéressantes à dire. Mais pour changer un petit peu du côté très RH, moi, je pense à Rassam Yagmae, qui est directeur du recrutement tech et product chez Doctolib. En fait, il les a rejoints en 2017. Il y a 4 ans, tu vois, ils n'avaient pas du tout la même taille, ils n'étaient pas structurés comme ils le sont aujourd'hui. Et il a largement contribué à structurer les équipes de recrutement, à scaler extrêmement vite. Ils ont une croissance complètement folle chez Doctolib. Et dans 3 bureaux différents, donc Paris, Nantes et Berlin. Et il a notamment mis l'accent sur un métier qui est pas du tout nouveau, mais que toutes les équipes de recrutement ne mettent pas en avant, c'est le métier de sourceur. Je sais pas si ça te parle. En tout cas, il a bien misé sur ces skills-là pour pouvoir scaler rapidement et accompagner la croissance. Eh ben, il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Écoute, Fiona, je te remercie beaucoup. Tu n'as pas accouché pendant cet Non, épisode. C'était possible, hein. absolument. Donc, en tous les cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur à toute la petite famille Merci beaucoup. qui va pas tarder à s'agrandir. Et puis, moi, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je te dis à très vite. À bientôt. Merci Alexis, au revoir. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain.